Il y a une chose que personne ne te dit avant que tu montes dans l'avion. On te parle du froid aux États-Unis, on te parle des papiers aux États-Unis, on te parle du travail qu'il y a soi-disant partout aux États-Unis. Mais personne ne te dit ce qui se passe dans ta tête les 6 premiers mois. Personne ne te dit ce que ça fait de valoir 0 sur un bout de papier alors que tu as bossé 10 ans pour tes diplômes. Aujourd'hui, je te donne 5 vérités sur la vie d'immigrés africains aux États-Unis. Des vérités qui piquent. Et pour chacune de ces vérités, je vais te montrer comment moi je l'ai retourné en tremplin. Parce que ce n'est pas une vidéo pour te décourager. C'est une vidéo pour que tu viennes ici aux États-Unis préparé. Le 5 août 2014, j'atterris aux États-Unis. J'ai 22 ans. Dans ma valise, j'ai un master obtenu au pays. Un CCNA, c'est une certification Cisco que j'ai payé de ma propre poche avant même d'arriver aux États-Unis. Et $0 de réserve sérieuse. 12 ans plus tard, je suis vétéran de l'armée américaine et je bosse comme ingénieur logiciel chez Microsoft. Je te dis ça une seule fois et je ne reviendrai plus dessus dans cette vidéo. Ce n'est pas pour t'impressionner. C'est pour que tu saches que ce que je vais te raconter dans cette vidéo, je l'ai vécu du premier au dernier étage. Et le premier étage, il était beaucoup plus bas que ce que tu imagines. Avant de te parler de ce qui se passe vraiment, parlons de ce que tu as dans la tête en arrivant aux États-Unis. D'abord, le pays. On te fait croire qu'aux États-Unis, que tu poses le pied et que la vie change toute seule, que l'Amérique fait le travail à ta place. Le diplôme aussi. Tu te dis que tes années d'études universitaires au pays vont enfin servir à quelque chose, que quelqu'un va enfin reconnaître ce que tu as fait. L'argent. Tu penses que tout le monde gagne bien sa vie ici, qu'il suffit de travailler dur et que dur, tu sais faire. Ensuite, la famille. Tu te vois déjà envoyer de l'argent dès la première année, beaucoup d'argent, parce que c'est ce que tout le monde t'a fait croire. C'est ce que tout le monde fait, non, n'est-ce pas? Garde bien ces 4 images en tête. Maintenant, regarde ce que tu trouves réellement quand tu mets les pieds aux États-Unis. D'abord, le silence. Personne ne sait que tu es arrivé. Personne ne t'attend. Le pays continue exactement comme avant toi. Le 0. Ton parcours entier redémarre à la première ligne d'un formulaire. Nom, prénom, expérience aux États-Unis. Aucune. La montre. Chaque heure de ta journée se vend ou se perd. Il n'y a plus de temps neutre. Il n'y a plus de temps à perdre. Ça, personne ne t'y prépare. Le masque. Tu appelles le pays. Tu dis que tout va bien. Tu ris même un peu avec eux. Tu raccroches et tu restes assis dans le noir. Voilà le décor. Maintenant, les 5 vérités. La première vérité, et c'est celle qui casse le plus de gens. Ton diplôme du pays ne vaut rien sur le papier ici. Attends, ne coupe pas cette vidéo. Je n'ai pas dit que tu ne vaux rien. J'ai dit que sur le papier, dans un système qui ne connaît pas ton université africaine, ton diplôme ne pèse pas ce que tu crois. Et le jour où tu comprends ça, que tu acceptes ces vérités, tu as 2 options. Tu le prends comme une insulte et tu passes 3 ans à râler, ou tu le prends comme une information et tu reconstruis ton dossier. Moi, j'ai perdu du temps avec la première option justement avant de prendre la deuxième. Ton diplôme ne vaut rien sur le papier. Le constat d'abord, tu postules encore et encore. Personne ne valide, personne ne te rappelle. Tu commences à te demander si c'est ton nom, si c'est ton accent ou ton adresse. Tu commences à devenir parano en fait. Et mon cas à moi, j'arrive aux États-Unis avec un CCNA, Cisco Certified Network Associate, une certification Cisco reconnue dans le monde entier, que j'ai passé et payé de ma propre poche avant de quitter l'Afrique. Lorsque je finis par décrocher dans l'informatique 2 ans plus tard, je précise 2 ans plus tard, c'était $12 de l'heure. Presque un salaire de McDonald's, un salaire de fast-food, alors que j'étais entré dans l'informatique précisément pour être bien payé. Le piège, c'est de croire que ce chiffre te définit. Il ne te définit pas. C'est juste le prix d'entrée quand personne ne peut vérifier ton passé. Donc, voilà comment je le vois aujourd'hui. Et c'est le cadre que j'utilise dans toutes mes vidéos. Le diplôme, c'est 33% de tes chances de décrocher un poste, un bon boulot aux États-Unis. Un titre reconnu localement, ça enlève une objection. Les certifications, 33%. C'est la preuve qu'un organisme externe que le recruteur connaît déjà t'a validé. Le hands-on, c'est-à-dire la pratique, 33%. Ce que tu sais réellement faire. Un lab, un projet, du terrain. Tu empiles les 3 ensemble, tu es à peu près à 100%. Il t'en manque un, tu es à 66%. Tu n'en as qu'un, tu es à 33%. Et tu te demandes pourquoi personne ne te rappelle après avoir postulé. Ton diplôme du pays n'est pas jeté. Il devient une brique parmi 3, au lieu d'être le seul argument que tu poses sur la table. Deuxième vérité, et celle-là, on n'en parle jamais dans la diaspora, parce que ça fait faible de l'admettre. Le vrai choc, ce n'est pas le froid, c'est la solitude. Le froid, tu achètes une veste et c'est réglé. La solitude, tu ne l'achètes pas.
Tu es dans un pays de plus de 300 millions d'habitants. Actuellement, Jean, je fais cette vidéo. Tu croises 200 visages par jour et il n'y a personne à qui raconter ta journée. Je vais te dire à quoi ressemblaient mes premiers mois, concrètement. D'abord, la solitude. Tu es entouré de monde et tu ne connais personne. Tes repères, tes blagues, ta langue, tout est resté là-bas. Le trajet. Je logeais chez ma cousine à Silver Spring, à Maryland. Mon université était près de Baltimore. Donc, en voiture, c'était 45 minutes. Mais en transport, parce que c'est les transports, moi, je faisais bus, métro jusqu'à DC, train de DC à Baltimore, puis encore un bus. Entre 3h30 et 4h de temps que je faisais pour aller à l'école. Le réveil, 5h du matin pour un cours à 9h du matin. Tous les jours, c'est ce que je faisais pendant des mois. Le lit, au bout d'un mois et demi, je ne pouvais plus supporter ce trajet. Donc, au bout d'un mois et demi, j'ai loué le salon, je dis bien le salon d'un camarade de mes cours d'anglais, près du campus. Il était à 5 minutes à pied. Je dormais sur un matelas gonflable tous les jours de cours et je rentrais le week-end à Silver Spring pour mon boulot à la pizzeria. Voilà la vraie photo de ma première année aux États-Unis, pas celle que tu vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Maintenant, le retournement, et c'est peut-être le plus important de la vidéo. Le calcul, c'est qu'il n'y avait pas de sortie, pas de cercle, pas de famille à gérer sur place. Ça fait des heures libres, bien évidemment. Beaucoup d'heures libres d'ailleurs. 16 heures, je ne les ai pas passées à scroller en me plaignant sur Internet ou quoi que ce soit, ou bien en jouant au Allegri. Elles sont parties dans les cours du soir, des labs après le boulot et le week-end. 3 diplômes américains finalement. J'ai un bachelor et 2 masters aux États-Unis, construits sur ces soirées vides. Donc, la règle que je te laisse, une période où tu es seul, c'est une période où tu avances vite. Le problème, ce n'est pas d'être seul. Le problème, c'est d'être seul et de ne rien construire avec cette solitude-là, justement. Troisième vérité, elle est dure, mais elle va t'éviter beaucoup de déceptions. Personne ne te doit rien. Personne. Ni le pays, ni ton patron, ni le cousin qui t'héberge. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Ni même le frère africain qui t'embauche parce que tu lui ressembles. J'ai appris ça de la pire manière possible. Et pas avec un Américain. Le standard de jour où j'ai travaillé, c'était mon tout premier boulot aux États-Unis dans un centre commercial. J'ai fait 2 semaines là. Des journées de 8 à 10 heures. Je prends le bus de la maison pour aller là-bas, 30 à 45 minutes, les matins. À la fin, on me dit que c'était une période d'essai, qu'on ne me garde pas et qu'on ne me paie pas non plus. Donc, $0 pour 2 semaines de travail. Le pire, c'est que le manager qui m'a fait ce coup bas là, c'était un autre Africain noir comme moi. Ça m'a touché en plein cœur. Même si tu ne veux pas me garder, paie-moi pour le travail que j'ai fait au moins, n'est-ce pas? Et plus tard, dans un autre boulot, quand je quitte mon premier vrai boulot dans l'informatique, le patron n'est pas content. Parce que après lui, c'était moi qui travaillais. C'est moi qui faisais tourner la boîte pour lui. Le résultat, il ne décroche plus mes appels. Il me promène pour me donner ma dernière paie. Je conduis jusqu'à aller à son bureau et il ne me donnait pas ma dernière paie. Le réflexe naturel, c'est de baisser la tête et de se dire que c'est le prix de l'immigré. J'ai failli le faire. La limite, j'ai fini par lui annoncer que j'allais le signaler au Department of Labor. Calmement, sans émotion, comme une information. Le résultat, j'ai eu mon chèque, j'ai eu ma dernière paie finalement. Et la leçon que je veux que tu retiennes de cette vidéo, écoute-la bien. Ce système protège celui qui connaît ses droits, pas celui qui est le plus poli. Chez nous, en Afrique, on t'apprend à ne pas faire du bruit. Ici, celui qui ne fait pas de bruit se fait passer dessus, se fait piétiner. Ce qui a changé chez moi ce jour-là, c'est que j'assume de poser une limite ferme, même si ça brûle un pont que l'autre a allumé en premier. La 4e vérité, et celle-là, elle va faire mal à beaucoup de monde qui regarde cette vidéo dans les commentaires. L'argent rapide te coûte plus cher que la galère. Je ne parle pas en théorie. Je parle de la plus grosse bêtise financière de ma vie. Et je vais te donner les chiffres exacts. Parce que si tu es en train de te dire, là actuellement, que tu fais $300 par jour avec Uber, Lyft ou quoi que ce soit et que tout va bien, je veux que tu écoutes les 5 prochaines minutes très attentivement. Octobre 2016, ma vieille Mazda 626, achetée à $1 500, me lâche sur l'autoroute. Elle fait du bruit, pa, sur l'autoroute. Tout le monde me regarde. Le mécanicien annonce entre 900 et $1,000 de réparation. C'était quoi ma réaction? Au lieu de réfléchir, je suis allé prendre une voiture neuve à crédit parce que j'en avais marre de cette Mazda. J'ai pris une Honda Accord 2017. Il y avait 6 miles au compteur. Le 30 octobre 2016, je me rappelle de la date, sans apport, avec ma Mazda reprise à $500 en guise de dépôt. Et la mensualité, c'était de $517 par mois, avec un salaire de $12 de l'heure à l'époque. Fais le calcul. Ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? La suite. Pour combler le trou, j'ai démarré Uber en décembre 2016 parce que je ne pouvais plus me payer ma Honda. À l'époque, quand je faisais Uber en 2017, il n'y avait pas de limite de 12 heures de conduite par jour comme il y a maintenant. Je pouvais conduire 24 heures d'affilée.
Et pendant que je conduisais 24 heures, je n'apprenais rien. C'est ça le vrai prix. Le vrai coût de Uber, du gig work, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu ne construis pas pendant ce temps justement. Ton dos, ton temps d'apprentissage, ton énergie du soir, tout y passe. Le test que je te donne, il est simple. Une vraie compétence que tu peux enseigner à quelqu'un et tu peux l'emporter ailleurs, que tu peux faire gagner beaucoup d'argent aux États-Unis. Alors pose-toi la question honnêtement. Si tu rentres au pays dans 10 ans, tu rentres avec quoi? Ne me dis pas seulement l'argent. Tu rentres avec quelles compétences exactement? On te dit que l'Afrique n'est pas développée. Toi-même, tu le dis. Mais on y retourne avec quelles compétences justement? Chauffeur, c'est parce que tu veux, n'est-ce pas? Et l'horizon. Les taxis autonomes roulent déjà dans plusieurs villes américaines, si tu ne sais pas. Le jour où un robot prend le volant, tu réalises que tu avais besoin d'une compétence. Un robot peut prendre ton volant. Il ne prend pas ta compétence. Il ne prend pas ce que tu sais faire. La cinquième vérité, la dernière et la plus intime. Ceux qui t'aiment ne comprendront pas ton chemin. Et certains ne veulent même pas que tu partes. Tu vas entendre que tu vises trop haut, que ce n'est pas pour les gens comme toi, pour les gens comme nous, que tu ferais mieux de rester tranquille. Et le plus dur, ce n'est pas quand ça vient d'un inconnu, c'est quand ça vient de la table familiale. Je me rappelle en janvier 2013, je passe mon entretien de visa étudiant. J'ai eu un refus. Février 2013, je recommence encore. J'ai eu un deuxième refus. La honte. Pour anecdote, les boss d'entretien sont vitrés et transparents. Donc, quand tu fais l'interview pour ton visa, les gens qui sont assis dans la salle d'attente peuvent te voir. Ils entendent même ce qu'on te dit. Quand on te donne ton refus, ils l'entendent. Et je ne sais même pas comment j'ai quitté le consulat ce jour-là à mon deuxième refus. Je suis rentré, j'ai dormi. Je n'avais pas faim, je n'avais pas envie de parler. J'étais vidé. Et un jour aussi, j'étais à un dîner et une de mes cousines, pendant un dîner, elle me disait que genre, je viens d'une famille modeste. Je dis que je compte partir aux États-Unis, que genre, je n'y arriverai pas. Elle me disait ça devant l'autre. On était trois pendant le dîner là, que moi, genre, je n'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille modeste. Le message derrière est toujours le même. Reste à ta place. La décision que j'ai eue, c'est que quand un cousin est rentré définitivement des États-Unis, qui m'expliqua que mon dossier n'est pas assez solide et qu'il faut tout reprendre proprement. J'ai pris ça au sérieux au lieu de me verser. Donc, en septembre 2013, je pars au Ghana. J'ai fait 3 mois et demi au Ghana. Je pars à l'université, j'apprends l'anglais, je passe le TOEFL. Je prends aussi un professeur particulier en plus de l'école, payé de ma propre poche. Je monte mes dossiers moi-même pour les États-Unis. J'appelle les universités directement au lieu de déléguer à un intermédiaire. Je contacte les universités par email, par appel. Le résultat, j'ai été accepté à Towson University, puis le visa après l'entretien au printemps 2014, genre en avril-mai 2014 comme ça. Donc, aujourd'hui, la vraie réponse à ce dîner, ce n'est pas un discours, c'est de pouvoir aider les miens. Parce que si tu n'arrives pas à aider, c'est que toi-même, tu ne t'en sors pas encore, n'est-ce pas? Et si tu peux aider, c'est que tu t'en sors. Le négatif est devenu mon carburant dans tout ce que je fais. Quand tu me dis que je ne pourrais pas, et si moi, je le veux pour moi, mais je le ferai. Mais je le fais pour moi, pas pour leur prouver quoi que ce soit. Tu vois un peu? Donc, 12 ans après le 5 août 2014, voilà où j'en suis avec mes 5 vérités. Aucune n'a disparu. Le diplôme du pays ne s'est pas mis à valoir plus. La solitude, elle revient par vagues. Il y a toujours des gens pour te dire que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas fait pour des gens comme nous. Ce qui a changé, c'est ce que j'en fais moi-même de ces trucs négatifs. Et si je devais résumer les 12 années en une phrase, la voilà. Ce pays ne te doit rien, absolument rien. Mais il ne te ferme rien non plus. Personne ne va venir te chercher. Personne ne va valider ton parcours à ta place. Et personne ne va te payer pour ta bonne volonté. Par contre, si tu empiles les bonnes pièces, si tu utilises ta solitude, si tu apprends à réclamer et si tu choisis les compétences plutôt que les heures, ce pays finit par s'ouvrir pour toi. Ce n'est pas rapide, ce n'est promis à personne, mais c'est possible. Et je ne suis pas un cas isolé. Il y en a plein comme ça. Si tu es immigré africain aux États-Unis, en train de construire ta vie ici, abonne-toi. Je publie une vidéo chaque jour actuellement et tout ce que je partage, je l'ai vécu ou je le fais réellement. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 vérités t'a le plus parlé. Je lis tout. Peace. I'm gone.